Eh bien, Allez, bonsoir à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour On va se faire foot, saison 1, troisième épisode. Comme tous les mardis, on se retrouve pour 50 minutes de discussion foot et sport. Pour m'accompagner ce soir, il y a autour du micro Daniel Montero en direct de Londres, je crois. Salut Dani. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous, en direct de Londres, effectivement. Et Giancarlo Bruni en direct de son salon à Toulouse. salut les gars, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, dans On va se faire foot, on s'interrogera sur le vrai niveau de la Ligue 1. On parlera du FC Porto et de Calcio, d'où mon magnifique maillot Roberto Baggio 1989. Mais une fois n'est pas coutume, on va démarrer en parlant avec l'accent occitan, puisque le match qui a marqué ce week-end sportif, c'est la fessée infligée par les Bleus de France, très fortement teintés de rouge et noir, au 15 de la Rose à Twickenham, excusez du peu. 53-10, c'est tout simplement la plus lourde défaite de l'histoire du 15 anglais sur son sol. 7 essais, très peu de déchets dans tous les secteurs du jeu et une prestation XXL avec un retour du French Flair. Ma première question est donc simple. Samedi 11 mars, a-t-on assisté au meilleur match de l'histoire du 15 de France? Et pour commencer, donc, je vais laisser la parole au spécialiste des pelouses anglaises, du jardinage britannique, c'est-à-dire à Daniel. Non, c'est vrai que moi j'étais donc à Londres pour, euh, pour assister au match. J'étais pas au stade, mais j'ai suivi en fait le match ici. Et j'ai suivi surtout les commentaires. Et je peux vous assurer que vraiment, ils l'ont vraiment vécu comme une humiliation. Ça a été de tous les côtés, hein. Ça a tiré de tous les côtés au niveau de la presse, au niveau des commentateurs. Clairement, oui, c'est un exploit historique auquel on a assisté. Maintenant, pour répondre à ta question, parce que ta question, c'est est-ce que c'est le plus gros match Exactement. des Bleus? Moi, j'hésite quand même. Et je me souviens d'un match, c'était en 2007, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Irlande-France, tournoi destination. À l'époque, Chabal et ses copains. Et moi, je me souviens que ce match-là, il avait été fou parce que l'Irlande gagnait jusqu'à, je crois que c'était 77 ou 78 minutes. Il restait 2 ou 3 minutes de jeu. Et Ouais. il y a un exploit collectif de fin de match qui part du milieu de terrain, plus personne ne les arrête. La France marque l'essai, il transforme l'essai. On gagne le match 20-17. Et cette année-là, la France gagne le tournoi à destination. Alors, ils ne font pas le grand chelem, mais ils gagnent le tournoi. Donc, on a assisté à un super match samedi, mais moi, j'ai quand même en mémoire ce match-là de 2007. Alors, tu as oublié une précision hein, que Giancarlo aura noté, c'est que l'exploit collectif, c'est surtout une percée au centre du terrain de Vincent Clerc qui va aplatir. De Vincent Clerc, ouais. Ouais, Vincent Clerc, ouais. C'est Ah, vrai. Tu as raison. quand ça Je, gagne, il y a je toujours un l'aurais, Toulousain. je l'aurais rappelé, mais Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le match de samedi. C'est vrai que c'est la grosse fessée, grosse humiliation. Mais la France n'a pas gagné le tournoi, le gagnera peut-être, mais bon, ça va être quand même difficile. Il y a beaucoup de probabilités qui vont contre ce résultat-là final. Donc, à ta question, je répondrai moi le match de 2007. Voilà. Giancarlo? bon, moi, pour commencer, cette émission s'appelle On va se faire foot. Je comprends pas d'avoir cette première question. Mais je vais me prêter au jeu parce que j'adore le rugby. Je vais répondre. C'est n'importe Euh, quoi. euh, je trouve quand même, alors c'est un succès qui est magnifique, on a vu des actions incroyables, mais c'est quand même contre une équipe d'Angleterre qui est dans une année faible, malgré tout. Euh, et j'aurais préféré, enfin, une victoire. Je pense que cette victoire, elle aurait eu encore plus de saveur contre une équipe d'Angleterre bah, qui jouait le titre du tournoi Destination. Tu vas les taper chez eux, tu leur mets 50 points face à une grosse opposition. Je pense que c'est vraiment pas la même. Donc, je me demande alors, ce que va retenir l'histoire. Oui, c'est que c'est le succès le plus large de l'équipe de France en Angleterre. Ça restera. Mais ça restera contre une équipe d'Angleterre qui était vraiment pas à son prime, comme dirait mon ado. Euh, Par contre, ce qu'il faut noter, c'est une victoire énorme du Stade Toulousain qui s'est passé samedi. C'est que, en fait, comme d'habitude, quand le Stade Toulousain va bien, l'équipe de France va bien.
C'est une constante. Je sais pas, il y a peut-être quelques exceptions, mais on a toujours des très grosses équipes de France quand on a des très bons joueurs du Stade Toulousain, quand il y a une ossature, notamment sur les trois quarts, qui est de Toulouse. Là, le premier essai de Ramos. Après, sur un super cadrage de Dumortier, tu as une 50-22 de Dupont à la 25e minute qui amène l'essai derrière, en plus du pied gauche. Bon, il a les deux pieds de toute façon, alors c'est pareil. Le coup de pied par-dessus qui fait à la 57e, volleyé par Ntamak. La relance de Ramos 2 minutes après, qui perce plein centre du terrain, il part de ses 22 quasiment. Bon, voilà, donc moi, c'est plus ce que je vais retenir sur ce succès. Vraiment, la performance, bah, c'est une performance collective incroyable hein, dans l'ensemble, mais elle est vraiment tractée par des joueurs du Stade Toulousain bah, qui sont, ouais, je les trouve stratosphériques là en ce moment, vraiment. Et puis là, quand ils sont tous au top de leur niveau, parce qu'il n'y avait pas de trou hein, là, donc ils sont injouables, je pense. Ils sont complètement injouables. Après, je reconnais que enfin, il y a une troisième ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne en équipe de France là qui est quand même hyper compétitive. Aldrit, Olivon, ouais, c'est hyper mobile, ils sont hyper adroits. Bah oui, ils vont au charbon évidemment. Voilà, c'est une équipe de France qui vraiment, je pense, peut voyager, puis peut avoir des ambitions pour la prochaine Coupe du Monde enfin, sans problème, quoi. Normalement, ils peuvent rivaliser avec le top 3 dans lequel ils sont, hein, je pense d'ailleurs, dans le top 3 mondial, quoi. Ouais, ils Donc sont voilà. deuxièmes ils sont deuxièmes au classement mondial et Ouais. effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, moi, je me suis longtemps interrogé après ce match. Je l'ai revu un peu parce que c'était magnifique. Donc, on voulait revoir les plus belles actions à froid. En fait, on ne sait pas si vraiment le 15 de France a éclaboussé le match de sa classe parce qu'il y a énormément de classe à tous les postes dans ce 15 de France-là. Si vraiment ils étaient trop forts pour les Anglais ou si c'est les Anglais qui étaient trop faibles. Parce qu'on voit même effectivement que les clubs anglais sont en crise là, ces 2 dernières années. Ils sont pas des super résultats en Coupe d'Europe. Certains sont en faillite. Hein. On a vu la faillite des Wasps, qui est quand même, voilà, ils ont déposé de bilan. C'est quand même un club historique du club anglais. À Toulouse, on le sait bien, parce qu'on a souvent été fessé par les Wasps. Oui. C'est souvent notre bête Ouais. noire. Donc on a pu aller jouer en Coupe d'Europe, donc c'est tant mieux pour nous. Mais pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que à tous les postes on n'a quasiment pas de trou et Galtier a la chance d'avoir, excusez-moi le terme, hein, il a le cul bordé de nouilles, il a la chance d'avoir une génération sans doute exceptionnelle, la plus forte qu'on ait jamais eue, puisque quasiment là aujourd'hui à tous les postes, on a quasiment les meilleurs joueurs du monde. Cyril Ouais. Bay, c'est le meilleur pilier de sa génération. Les deux talonneurs, que ce soit Marchand ou Mouvaka, c'est stratosphérique. Thibaut Flamand, aujourd'hui, c'est le meilleur seconde ligne du monde. Et Yamé Afou qui attend derrière son passeport pour venir jouer en seconde ligne. Il a été convoqué là il a été convoqué au prochain rassemblement pour faire les entraînements sans avoir le passeport et sans pouvoir jouer. Il est déjà dans le groupe. La charnière, 9 et 10 c'est les meilleurs. La Et, meilleure du monde. et moi, je veux insister vraiment parce que je trouve qu'il a mangé longtemps son pain noir en équipe de France. On ne lui faisait pas confiance. Et on le voit souvent jouer, nous, au Stade Toulousain avec Giancarlo, parce que Thomas Ramos, Thomas. Ouais, ouais. c'est un magicien. Il joue indifféremment 15 et 10. Et on l'a vu sur le match, sur le premier essai. C'est lui qui est en position de numéro 10, qui Ouais. défend Olivon dans l'intervalle. Alors après, ce que fait Olivon, le offload, il est superbe hein, pour Thibaut Flamand qui arrive lancé. Mais cette capacité d'intercaler les joueurs selon leur position, avoir Ramos, Dupont ou Tama qui peut se mettre en 10 et dynamiser le jeu, c'est une vraie chance. Et donc, et pour répondre à la question, c'est vrai que Ah, il y a déjà eu en Angleterre des matchs qui sont restés mémorables, notamment la demi-finale de Coupe du Monde contre les All Blacks à Twickenham déjà, ou un Galles équipe de France qui se jouait à Wembley en 98 où on fait le Grand Chelem en gagnant 51-0 là-bas, Ouais. qui était extraordinaire. Mais là, pour le coup, les Pays de Galles étaient vraiment faibles, vraiment, vraiment faibles. Et le match contre les All Blacks, il y a vachement d'émotions, il y a une remontada extraordinaire, il y a des talents individuels exceptionnels comme Dominici où c'est le match, la maison réussit le match de sa vie ce jour-là. Mais on n'a Ouais. pas l'impression d'avoir une telle maîtrise du 15 de France qui peut-être est faussée par la faiblesse de l'équipe d'Angleterre. Ça, l'histoire le dira, mais sur le moment, c'est pas commun d'aller foutre 50 pions aux Anglais chez eux quand même. Non, mais bon, après, moi, je pense que c'est vraiment une conjonction des deux choses, là, des deux éléments que tu as cités. C'est que
c'est à la fois une équipe d'Angleterre qui est faible et à la fois un match où tout réussit l'équipe de France et ils sont sur une génération où ils sont injouables. Je pense que même avec une équipe d'Angleterre meilleure, avec une équipe de France à ce niveau-là, il les aurait tapés quand même. Après, il n'y aurait peut-être pas eu un tel écart, mais il les aurait tapés. Quand tu regardes le dernier essai de l'équipe de France, enfin, le timing est parfait, enfin, techniquement c'est parfait. Donc je pense que ils auraient quand même ramassé, mais avec un écart moindre. Et, et sur la saveur de la victoire, enfin, moi je garde plus en mémoire la performance de l'équipe de France contre les Néo-Z en 99, le match que tu as cité, que je m'en rappelle encore de ce match. Je me rappelle où j'étais, avec qui je l'ai Mmh. vu. Alors que celui-là, là, le match de l'Angleterre, je pense que dans 10 ans, je m'en rappellerai pas. Voilà. Parce Ouais, que c'est Par match contre, coup, parce qu'il y a il y a l'aspect match coup près, match éliminatoire. C'est pas la même chose pour Par moi. contre, les gars, dans votre fibre toulousaine, dans les individualités, vous a fait oublier quand même un joueur exceptionnel de l'équipe de France. Vous ne l'avez pas cité, c'est Damien Penaud. 26 ans. Le gars, il a 12 essais sur le tournoi des destination. C'est le meilleur euh, français à marquer avec le nombre d'essais sur cette compétition. Il est déjà au total à 24 essais en équipe de France. Donc, Ouais, soyez indulgents, les gars. mais ouais, bon, il on veut court pas le vite, quoi. citer. On veut pas le citer parce qu'il a refusé de signer au stade, il est parti à l'UBB, donc ça veut dire que C'est exactement ça. Ouais, bon, Ben c'est ça. voilà, Ouais. voilà, parce que Il voilà. court sinon, Ok. vite. Il court vite. Il court sinon on vite. était injouable. Il court Après, très vite. après, autant le premier essai est magnifique, autant le deuxième, même toi en béquille, tu le marquais, hein. Le décalage est tellement fou. Non, mais c'est Il n'y a exceptionnel plus qu'il est qu'à quand même plonger à dans 26 l'embut. ans. À 26 ans, le gars, il est quand même déjà à 12 essais sur cette compète. C'est le meilleur marqueur français et Non, c'est il vrai. est il est quand même assez énorme. Alors Non, mais après, ça va. c'est bien que tu parles de Damien Penaud parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a démarré en équipe de France, lancé par Noves. Il jouait trois quarts centre parce qu'à l'époque, il jouait trois quarts centre à Clermont. Je crois que c'est Jacques Brunel qui l'avait décalé à l'aile. Et alors, c'est vrai qu'on a des bulldozers là au centre, mais moi, j'ai quand même le souvenir, je ne sais pas s'il n'est pas plus fort trois quarts centre parce qu'il touche plus souvent le ballon. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, il fait un trou, quoi, tu vois. Donc, il est, j'ai presque envie de te dire qu'il est gâché à l'aile, quoi, tu vois. Mais bon, il y a tellement de concentration de talent que c'est difficile à dire, quoi. Ouais. Ah bah après, ça rejoint ce que tu disais, Mehdi, hein, c'est que même en dehors des postes qui ne sont pas occupés par des joueurs toulousains, il y a des très bons joueurs. Ah oui, c'est aujourd'hui, c'est le meilleur trois quarts du monde, c'est Damien Penaud aujourd'hui, effectivement. J'y Bon, crois pas. après, en équipe de France, il veut pas faire jouer Mathis Lebel, Fabien Galtier. Bon, ça nous arrange parce que sinon, il n'y a plus de joueurs au stade, tu vois. C'est ça, on va pas tous les envoyer en équipe de France non plus. À un Ouais, moment, on a quand même un titre à jouer, quoi. ouais. J'oublie pas non plus pour faire plaisir à Dany que Gaël Ficou a été formé à Toulon, mais qu'il a commencé sa carrière en pro à Toulouse. Et il fait un super tournoi en plus aussi. Il fait un super tournoi alors qu'il fait pas un super championnat. Il sait se ménager pour l'équipe de France. On lui rend grâce de savoir gérer son physique à ce point. Mais bon, effectivement, Giancarlo l'a évoqué. Il y a la Coupe du Monde dans moins de 6 mois qui démarre le 8 septembre. Le Portugal y sera aussi, hein. Il joue à Toulouse d'ailleurs, je crois. Deux Oui, matchs. Tu vois, Dany, tu pourras aller visiter la Ville Rose. Ils sont à Ben, Paris. on verra. Ouais. un Euh, petit Fidji-Portugal, à mon avis, ça va Ah, valoir le détour. voilà. je peux vous assurer qu'ici à Londres, ils sont très très inquiets pour la Coupe du Monde. Ah Vraiment, bah, ils peuvent, hein. euh, ils épargnent beaucoup le sélectionneur, c'est vrai. Pour le coup, là, je lisais un peu la presse ce Il vient matin. d'arriver. Ouais, et donc du coup, il est très, voilà, ils s'acharnent pas sur lui, mais ils sont quand même très très inquiets sur la prochaine Coupe du Monde, hein. Mais moi, c'est bien que tu en parles parce que j'ai trouvé les choix du sélectionneur anglais assez bizarres quand même. La pluie était annoncée. Il a mis un 10 qui joue jamais au pied, qui écarte tous les ballons alors que les ballons n'étaient pas forcément tout jouables. Il a laissé Farrell sur le banc. C'était assez curieux quand même comme Ouais. choix. Ils ont joué en moulé. Ouais, c'est très bizarre. Ils se sont fait concasser en mêlée. C'est incroyable, mais bon, bref. Ouais, Ici, ils ont parlé, ils parlent de la destruction de l'Angleterre par la France. Tu vois, c'est des termes quand même assez forts, hein.
Bah, ils se Bah, sont ils en fait mettaient détruire dans tous les compartiments du jeu. Ils se sont fait vraiment humilier, quoi. Il y a pas un secteur du jeu où ils se sont pas fait marcher dessus. La mêlée, je vous rappelle la mêlée là, juste avant la mi-temps là, qui amène l'essai d'Olivon. Il est pour reculer sur 5 mètres. Au lieu, Aldrit Oui. récupère la balle et décale Olivon qui y va tout seul. Enfin, c'était une boucherie le truc. Mais En fait, en résumé ici, ils disent que la France a mis en perspective le vrai niveau de l'Angleterre aujourd'hui. bah, ouais. ça rappelle, là, on a parlé des plus grands matchs du 15 de France, mais il y a eu aussi des matchs assez terribles. Ça rappelle la fessée qu'avait reçu le 15 de France au parc contre les Springboks. Où, Ouais. Ah, ça, ouais. après le Grand Chelem Ouais, 97, ils avaient accueilli les Ou le- Springboks en tête de vainqueur et ils avaient pris 50 pions et ils avaient changé toute l'équipe. ouais. C'est là que Scrella et Villepreux avaient fait rentrer les Castagnède, les Bernat Salle, les Dominici, tout ça, parce que ils avaient pris une leçon de rugby par les Bocs hein, à l'époque. Et ils n'en Ouais. avaient pas pris une par l'Australie aussi. Ils avaient pris 60 pions contre Ouais, 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 l'Australie ouais, 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 il y a une dizaine d'années aussi. ouais, 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 ouais. Ah oui, bon, il y a eu des déroutes aussi, hein. Mais bon, c'est des cycles, c'est normal. Ouais. Bah là, effectivement, on est en train de manger notre pain blanc et il faut espérer effectivement que Et ce qu'il y a, France c'est Ça qu'il soit faut dure. championne gagner, du monde. il faut choper des titres quand tu es dans ces périodes-là. C'est ça l'enjeu, quoi. Et là-dessus, parce qu'il y en a eu des belles équipes de France, hein, d'autres, des belles équipes de France. Et ils sont jamais allés gagner. Enfin, en tout cas, celui qui leur manque, le titre de champion du monde, quoi. Bah, celle de 2007 était belle et on s'est manqué à la maison à la Coupe du Monde, mais bon, on n'avait pas le même entraîneur, hein, on avait Bernard Laporte. Et celle de 2011 était pas mal, mais bon, toi et moi, on sait très bien que Rougerie, il a jamais eu de jeu au pied, donc quand tu voyages avec une Rougerie, paire de centres, quand tu voyages avec une paire de centres Aurélien Rougerie et David Marty pour nos amis catalans qui nous regardent, c'est pas du tout la même équipe. Moi, Chicou, il a du jeu au pied, tu vois. Donc, bon. Bon, et bon, allez, on parle foot maintenant ou pas? vous avez envie de parler foot? Vraiment? Allez, Toi, tu as envie de parler de ballon qui rebondit droit, c'est ça? C'est ça. Hein? Les rebonds un peu capricieux, ça te. Ah, mais j'aime ça, mais j'aime bien quand ils jouent pas au pied d'ailleurs, plutôt le rugby. C'est Ah, mieux. c'était d'ailleurs une chose assez intéressante, c'est que le jeu de dépossession, il s'est un peu arrêté là, parce que moi j'en avais marre du jeu de possession, surtout avec les joueurs qu'on a. On a des joueurs pour envoyer le ballon à l'aile. Donc on va parler foot. On va passer à notre deuxième thème, puisqu'on va parler Ligue des Champions et Coupe d'Europe d'une manière plus générale. Le mercredi 8 mars dernier, le PSG s'est incliné encore une fois 2-0 sur la pelouse du Bayern et une nouvelle fois a dit au revoir à la Ligue des Champions en huitième de finale pour la sixième fois et la quatrième fois sur les 6 dernières années. Autoproclamé cinquième championnat européen, la Ligue 1 voit année après année ses clubs avoir du mal à passer l'hiver et quitter la scène européenne au premier bourgeon du printemps. Et oui, j'ai décidé de faire de la poésie. Aujourd'hui, seul l'OGC Nice semble pouvoir faire briller les couleurs françaises sur la scène européenne dans la nouvelle et pas très sexy Liga Conférence. Des championnats comme le championnat portugais ou néerlandais semblent aujourd'hui connaître une meilleure continuité dans l'excellence européenne que le championnat français. Donc, on peut se poser les questions suivantes. La Ligue 1 est-elle vraiment la Ligue des talents? Et surtout, peut-elle vraiment s'enorgueillir d'être dans le Big Five européen? Donc, Giancarlo, qu'est-ce que tu en penses? Toi, je sais que pour toi, le meilleur championnat du monde, c'est le calcio. Mais en dehors de ça, est-ce que la Ligue 1 mérite vraiment sa place de top 5 européen? Ah, ouais. Je suis réaliste quand même et objectif. Bon, le calcio, ça a été le meilleur championnat du monde pendant longtemps. Aujourd'hui, j'en suis plus convaincu. Euh, mais alors, pour parler du championnat de France, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a déjà été bien meilleur que celui, que le niveau auquel il est, en tout cas en termes de performance européenne? Ah oui. Parce que aujourd'hui, bon, cinquième, c'est le cinquième championnat. Tu parles de l'indice UEFA, du coup, c'est ça, avec le classement indice UEFA. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, je suis pas sûr qu'il ait déjà été bien meilleur. Il y a des équipes qui ont été performantes à un moment donné, mais de manière générale, dans le top 8 européen chaque année, bah, tu trouves un club français de temps en temps, mais tu trouves toujours au moins deux clubs des autres championnats majeurs. Donc, je me dis que c'est pas une grande surprise hein, qu'aujourd'hui il soit cinquième. Par contre, ce qui est plus inquiétant,
par rapport aux années précédentes, c'est l'écart qui le sépare désormais des championnats que tu as cités qui sont derrière, c'est-à-dire championnat néerlandais et portugais. Parce que là, il y a plus beaucoup de points d'écart entre les équipes qui performent dans les Coupes d'Europe. Il n'y a plus un écart si important entre les équipes portugaises, néerlandaises et françaises, finalement, en termes de régularité, en tout cas. Et je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question, parce que on sait que le championnat de France, enfin, on sait, c'est ce que je me dis en tout cas, il ira jamais chercher l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. Alors l'Allemagne encore de moins en moins aussi. Euh, mais c'est plutôt avec les championnats qui se rapprochent derrière que l'enjeu il se trouve. Et alors après, je me demande s'il faut vraiment faire finalement une corrélation très directe entre la force d'un championnat et les performances de leurs équipes sur la scène européenne. Parce que je suis pas convaincu que le championnat de France c'est un championnat si facile que ça à jouer et qu'une équipe tu vois, de européenne qui finit quatrième ou cinquième dans le championnat portugais, je sais pas si elle ou néerlandais, je sais pas si elle s'en sortirait si bien que ça et au même niveau dans le championnat de France. Donc, c'était quoi ta question de départ, Mehdi? Est-ce que la Ligue 1 est vraiment le cinquième championnat européen? Et devant Ben oui, les c'est vrai. championnats Oui, néerlandais, portugais oui, ou même belges. oui. C'est vraiment le cinquième championnat européen, parce que je pense qu'ils iront pas chercher les championnats qui est au-dessus pour le moment. Après, j'aurais beaucoup de mal à expliquer vraiment les raisons de ça, mais pour répondre très directement à la question, je pense qu'il est à sa place et que par contre, il faut qu'il cherche à tout prix à essayer de la préserver. Parce que il y a un fort risque qu'il se retrouve sixième ou septième d'ici 1 an ou 2 ans s'il n'y a pas de meilleure performance des clubs français en Coupe d'Europe. Ah, Dani, je sais que ce thème te passionne. C'est toi qui l'as soufflé. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un thème qui me passionne parce que justement, enfin, qui me passionne. J'aime beaucoup ce thème-là parce que moi, j'ai un avis inverse de Giancarlo. Moi, je pense que justement, c'est sur la scène européenne que ça se passe. Euh, mais pour répondre à ta question, et là où je rejoins Giancarlo sur une partie, c'est que effectivement, quand tu regardes le coef de l'indice à l'UEFA, la France est cinquième. En termes de points, ils sont cinquième. J'ai regardé sur les 3 dernières années, ils sont cinquième. Mais si tu reviens en arrière, entre 2010 et 2015, c'est le Portugal qui est cinquième. La France est sixième, en fait. Euh, Après, quand tu regardes les coefficients du club, ça c'est intéressant aussi, c'est dans le site de l'UEFA, je n'avais jamais regardé, mais dans le top 10 des clubs, tu as un club français, c'est le Paris Saint-Germain. Après, quand tu tapes sur le top 20, tu as un club français toujours, qui est le seul Paris Saint-Germain, dans le top 20. Et là, dans le top 20, tu retrouves deux clubs portugais, Benfica et Porto. Et Eh quand tu oui. vas encore plus loin, tu regardes le top 40, d'accord? Donc tu prends les 40 meilleurs clubs actuellement sur la scène européenne, tu as 3 clubs français et tu as 4 clubs portugais et 3 Hollandais. On parlait de Hollandais, il y a 3 Hollandais. Donc, toujours pour vous donner des chiffres quand même qui sont assez intéressants, et pour contrarier justement ce que tu dis, Giancarlo, parce que moi, justement, je pense que ça se passe sur la scène européenne, notamment sur le format de la Ligue des Champions. C'est un format de championnat, en fait. C'est pas un format de coupe au départ, c'est un championnat. Ça se joue dans des groupes avec match aller, match retour. Donc, c'est sur du moyen terme, en fait. Et quand tu regardes sur les 20 dernières années, sur la Ligue des Champions, les 20 dernières années, tu as quoi? Tu as l'Espagne qui gagne 10 Ligues des Champions, tu as l'Italie qui en gagne 3, l'Angleterre qui en gagne 5, l'Allemagne qui en gagne 2 et le Portugal en gagne une avec Porto. France, Pays-Bas, 0. Tu regardes l'Europa League, l'Espagne en gagne 11 sur les 20 dernières années, le Portugal en gagne 2, l'Angleterre en gagne 3, l'Allemagne en gagne 3 et les Pays-Bas en gagnent 1. Ce qui veut dire qu'au total, sur les championnats, sur les 2 coupes, sur ces 20 dernières années, l'Espagne clairement en tête avec 21 titres. Ensuite, tu as l'Angleterre avec 8 titres. Tu as l'Allemagne avec 5 titres. Et derrière, le Ouais, Portugal et l'Italie avec 3 titres chacun. Donc, ouais, mais je pense. juste pour terminer, Giancarlo, quand on dit que ça ne se passe pas sur la scène européenne, ok, on peut le discuter, mais force est quand même de constater que sur les 20 dernières années, le Portugal, qui est un petit pays en dimension, d'un point de vue footballistique,
ils se sont quand même imposés par rapport à la France. Et ils ont Ouais, mais imposé leur football. j'ai pas dit que ça se passait pas sur la scène européenne. Ce que je dis, c'est que je suis pas convaincu qu'il y a une corrélation directe entre la force d'un championnat et les performances des équipes au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, sur les 21 titres que tu as cités, il y a 3 équipes qui sont concernées. Tu as le Non, t'en Real, as le plus. Barça et l'Atlético. Et t'as Séville aussi en Ligue Europa. Et Valence, T'as sur les 20 dernières t'as années, tu vas avoir t'as- Valence en t'as- Ligue t'as- Europa aussi. t'as Voilà. Valence, t'as l'Atlético de Madrid. Non, non, t'en as beaucoup Ah, mais plus il que a ça. cité l'Atlético, Ouais, mais, mais ouais, pour... mais tu as 3 équipes qui trustent 90% des 20 C'est titres, quoi, clair, c'est 80%. clair. Donc, c'est juste ça que je disais, c'est Non, que mais quand tu parles de l'Espagne, mais l'Espagne, c'est un très bon pour le exemple. Portugal, OK, c'est pareil. mais l'Espagne, c'est un bon exemple. Quand tu cites ces équipes-là, ça prouve quand même quelque part que le championnat espagnol est le meilleur championnat européen. Ben, je On sais peut être pas. d'accord Il y a là-dessus. les meilleures équipes européennes en Espagne. Ça veut pas dire que le championnat d'Espagne est le meilleur championnat européen. Ça veut C'est pas dire la même chose. c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. Ouais, Parce qu'en fait, la ouais. difficulté presque du championnat français, c'est la non-persistance des équipes sur la scène européenne. C'est-à-dire que le championnat français est tellement dense que tu n'as pas l'assurance, même quand tu es une grosse équipe, quand tu démarres le championnat, de pouvoir être qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est pas le cas au Portugal, où c'est toujours les 4 mêmes équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Europe, et a fortiori pour la Champions League. Ça tombe toujours sur Porto, Benfica, le Sporting, quel que soit l'ordre. C'est pas le cas en Angleterre, où c'est toujours les 4-5 mêmes équipes. Alors peut-être que ça va changer cette année avec Newcastle et d'autres, parce qu'on voit qu'il y a un peu de redistribution des cartes en Angleterre. C'est certainement pas le cas en Espagne, où c'est toujours Barcelone, Real et Atlético depuis maintenant plus de 10 ans. C'est une époque où il y avait Valence, La Corogne, Villarreal, mais ces équipes, elles sont plus trop là. C'est pas toujours le cas en Italie, mais justement, en Italie, ils ont été un peu derrière ces dernières années parce que justement, il y avait un peu de, derrière la Juve, il y avait un peu d'émulation et c'était pas toujours les mêmes équipes qui revenaient. Et c'est certainement pas le cas en France. C'est-à-dire, en France, derrière Paris, c'est jamais les mêmes équipes qui se qualifient. Il y a eu une Ils ont- époque, il y a eu une époque il y a très longtemps, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Giancarlo, dans les années 90, la France était deuxième à l'indice UEFA. C'est-à-dire quand il y avait cette persistance du PSG, époque Canal+, et de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, au plus haut niveau, et que c'était toujours les mêmes clubs français qui se qualifiaient pour la Coupe d'Europe, à savoir donc Marseille, comme je viens de dire, PSG, les Girondins de Bordeaux de Zidane à l'époque, il y avait des hautes performances en Coupe d'Europe. Il y a moins ça parce que ben, ça change tous les ans. Là, on ne sait pas si Rennes, qui était qualifié cette année, sera qualifié l'année prochaine. Nice, qui était qualifié cette année et qui fait une belle Coupe d'Europe en Ligue Conférence, ils n'ont pas l'assurance d'être qualifiés l'an prochain. Et donc, tu as toujours cette redistribution des cartes qui fait que finalement, ces équipes-là, les équipes qui devraient servir de locomotive, peuvent pas durer sur le long terme. La dernière, on va dire, les dernières épopées vraiment françaises en Ligue des Champions, au début des années 2000, que ce soit Lyon, que ce soit le LOSC, que ce soit l'AS Monaco, bah, c'est parce que pendant 4-5 ans, c'était toujours ces 3 équipes qui étaient qualifiées en Ligue des Champions. Elles ont pu ouais. construire des effectifs sur le long terme. Alors, Ou l'OL. Ou l'OL. Il y a un ouais, moment où... j'ai parlé de l'Olympique Lyonnais, ouais. Mais ils étaient systématiquement en quart ou en demi pendant très longtemps. Contrairement à Paris, qui a cette persistance au plus haut niveau dans le championnat de France, mais qui, pour d'autres raisons, se trouve en huitième de finale. Donc, le fait que le championnat français, pour moi, soit plus Ouais. dense que les autres, fait que tu vas pas avoir cette culture européenne que peut avoir le Benfica ou Porto, par exemple, qui sont des clubs qui ont disputé énormément de clubs de matchs de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas, par exemple, je sais pas si le FC de Lorient se Lille. qualifie à la fin de l'année. Ouais. Euh, FC Lorient, ils ont goûté que très peu à la Coupe d'Europe, quoi. De jamais, non? Ouais. Si, Moi, quand ils ont gagné la Coupe ouais. de France avec Jean-Claude Darcheville. Moi, C'est vrai. C'est vrai. ouais, je sais pas, mais en tout cas, mis à part les championnats anglais où tu as effectivement comment dire, des clubs qui ont les moyens et qui investissent sur la qualité des joueurs, ça d'ailleurs qui choisissent d'aller soit les bons joueurs choisissent soit d'aller en Espagne, en Angleterre ou en Espagne aujourd'hui. Euh, Moi, je pense que le championnat, qui soit portugais ou français aujourd'hui, c'est à peu près le même niveau. Je vais vous dire pourquoi. Et on en parlait l'autre jour. C'est des championnats aujourd'hui où des grands clubs, que ce soit le Paris Saint-Germain, Marseille, ou Monaco ou Lens aujourd'hui, qui suivent, ou Porto, ou Benfica et Braga aujourd'hui, bah, tous les week-ends, ils ne sont pas obligés de mettre de l'intensité dans les matchs. Pourquoi? Parce que quand tu joues au Auxerre,
quand tu joues Strasbourg, quand tu joues toutes ces équipes-là du bas de Ouais, tableau en ouais, France ou même au Portugal, t'as vu ce quand que tu ça a joues, donné, Marseille? Ils n'ont pas mis d'intensité contre Strasbourg. ouais, T'as vu comment ça se ok, termine? ok, oui, mais ça a fait 2-2, je suis d'accord avec toi, mais c'est une fois, voilà, mais dans l'ensemble, ça fait bander personne. Les Ah, joueurs, je suis pas d'accord avec toi. que- J'aurais été d'accord avec toi il y a 3 4 ans. Là, quand même, sur ces 2 dernières années, moi, je pense que enfin, sur le niveau de la Ligue 1, il a quand même augmenté quand tu vois les matchs. Enfin, sur les 10 premières places, même si jusqu'à la 11e pour être chauvin, ça joue quand même. T'as pas l'assurance aujourd'hui quand t'es Paris, Marseille ou Monaco. T'as pas l'assurance en te déplaçant à Lorient, qui est 6e, que tu vas gagner. T'as pas, à 7e, pardon, t'as mais pas l'assurance quand tu joues tu contre parles qui de Lorient qui est tu vas gagner. sixième, mais tu parles de Lorient qui est sixième, mais quand tu prends les 10 derniers Ouais, mais aujourd'hui qui se non, battent pour la relégation, non, excuse-moi, mais c'est pas du haut niveau. Arrête, ok, c'est pas mais du haut niveau. Dani, c'est C'est le championnat portugais, c'est pire. Quand aujourd- Benfica, ils vont à Casapia, qui est 5e, ils savent très bien qu'ils ont match gagné. Quand ils vont à Guimarães, ils savent qu'ils ont match ça gagné. dépend, Ah, arrête. C'est quand ça même, dépend, ça t'as quand même dépend. un fossé entre les 4 premiers et le reste qui est Porto, énorme. Moi, Porto je a fait pense match qu'il y a, nul contre Casapia. je sais Mehdi, pas si c'est Porto a une fait match question nul contre de niveau Casapia. je sais pas si c'est une question de niveau général, mais je pense il y a moins d'écart entre les équipes de tête et les équipes de fin de tableau dans le championnat de France que dans le championnat portugais Tu ou sais, hollandais. Je pense que c'est plus compact. actuellement, tu mets un Benfica actuellement dans le championnat français. Je suis pas, moi, je serais curieux de savoir à quelle place il finirait. C'est pas exclu qu'il soit champion en France, pourquoi pas? Ah bah oui, oui, bah oui, carrément. Bah oui, surtout avec De l'équipe la, de la même actuelle du façon, Benfica. de la même façon, tu mets Marseille ou Paris Saint-Germain dans le championnat portugais, ils peuvent être champions. Paris sans aucun problème. Ouais. Mais moi, Bah, sans aucun problème, c'est pas dit. si tu veux, il y a autre chose qui fait débat pour moi, c'est que qu'on oublie de dire. C'est que tu as aussi une puissance financière des championnats qui font que, voilà, aujourd'hui, la France, c'est le deuxième pays exportateur de joueurs derrière le Brésil. Ils arrivent pas à garder leurs joueurs. Et donc, tu te retrouves sans arrêt à devoir remonter des équipes. Et alors là, pour le coup, ils remontent à chaque fois des équipes en faisant monter des jeunes du centre de formation. Ils ont beaucoup moins cette culture du transfert, Sudam ou d'autres contrées maintenant d'Europe de l'Est, comme peut le faire le championnat portugais, parce qu'il y a beaucoup de production de joueurs dans le championnat français, qui fait que finalement, presque le championnat français, il fait de la post-formation pour tous les autres championnats européens, que ce soit le championnat anglais et aujourd'hui énormément le championnat allemand, dont on a peu parlé. Donc du coup, t'as ces deux handicaps. T'as pas de persistance au niveau des clubs qui se qualifient tout le temps les mêmes pour la Coupe d'Europe. Et tu as des joueurs qui ne jouent pas forcément la Coupe d'Europe tout le temps avec les clubs français parce qu'après une bonne saison, ils partent dans des championnats étrangers. Moi, le dernier exemple en date pour moi voilà, qui m'interroge, c'est Armand Llorente qui est parti de Lorient pour aller à Sassuolo. Aujourd'hui, il fait partie des Ouais. meilleurs passeurs de Serie A. Voilà, il aura fait une saison et demie en France. Mais Mehdi, tu sais, cette problématique que tu soulèves, elle est très intéressante, mais tu peux faire un parallèle avec le Portugal aussi. Le Portugal aujourd'hui, c'est la plateforme de l'Amérique du Sud. Encore. Et quand tu regardes, tu as plein de joueurs en fait qui passent par le championnat portugais pour ensuite exploser ou se diriger vers un club de top en fait. Et tu as Ouais, plein ouais, c'est d'exemples sûr. qui soient passés par le Benfica ou par Porto. D'ailleurs, c'est stratosphérique parfois les transferts euh, qui se font au niveau des clubs portugais. Quand tu vois le père dernier là, de Nunez à Liverpool, tu te dis mais c'est hallucinant. Le gars il est resté 1 an au Portugal, boum, il est vendu. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que même dans ce contexte-là, où tu as effectivement deux championnats, je pense, qui sont euh, assez équivalents en termes de performance, de mon point de vue, même comme ça, sur les 20 dernières années, la France n'a réussi à gagner, n'a pas gagné de titre en fait au niveau européen. Et ça reste quand même un point noir par rapport à la qualité du championnat français, parce que la qualité, je suis d'accord avec vous, elle ne se mesure pas simplement sur les titres, mais il n'empêche que le Portugal, avec ce modèle-là, a quand même gagné 3 titres, 5 titres pardon, au niveau européen, alors que la Ouais, France, zéro. Non, ouais, mais après, 5 titres sur les 20 dernières années, non. 3 titres sur les 20 dernières années. Non, trois, pardon, excuse-moi.
deux Champions Et League puis, et Non, mais deux Europa League pour rebondir, et une. Oui. pour rebondir sur ce que disait Giancarlo sur la persistance des clubs, les titres en question sur les 20 dernières années européens du Portugal, c'est le même club. C'est systématiquement le FC Porto. Sur une courte période, sur la période José Mourinho, sur la période Villas-Boas, ça fait 2 ou 3 Ligues Europa et une Coupe des Champions parce qu'il y a une génération exceptionnelle. Derrière, il Mais n'y a tu rien. en bon, mais Italie, après, en Italie, là c'est où tu as, pareil. En Italie, c'est pareil. Ils ont 3 coupes, c'est le même club, hein, quasiment. Hein. là où tu raison, Daniel, c'est que au final, le championnat de France, enfin, ils ont rapporté autant de Coupes d'Europe qu'en Roumanie, quoi. Oui, Daniel, je crois que la Roumanie, ça te fait réagir parce que tu as une passion pour les Gypsy Kings, je crois. Ouais, tout à fait, Thierry. Non, simplement, ce que je disais, c'est que ne confondons pas la qualité du joueur français et le championnat français. La France produit d'excellents joueurs et là-dessus, on ne peut pas le nier. C'est pour ça qu'on est champion du monde. On a failli être champion du monde contre l'Argentine, sa mère, euh, et, euh, et on est champion d'Europe. Voilà. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, le fait que le Portugal et la France aient des joueurs qui partent en fait sur d'autres championnats une fois qu'ils étaient formés ou qui passent très peu de temps sur le championnat, fait qu'on alimente d'autres championnats qui ont une meilleure qualité. Et moi, je reste persuadé que le championnat français et portugais sont très, très similaires. Alors moi, Ouais, mais je pense juste pour te répondre que le championnat avec lequel le championnat français a le plus de similitudes, c'est le championnat néerlandais. Parce que justement, le championnat néerlandais, ils ont aussi cette qualité de centre de formation, des joueurs qui partent très jeunes. On a vu De Ligt, il est parti de l'Ajax à 19 ans. Et il y a cette capacité à reformer des joueurs derrière. C'est-à-dire que pour remplacer les joueurs qui partent, ils refont à chaque fois monter des joueurs du centre de formation. Alors que dans le championnat portugais, comme je disais tout à l'heure, pour remplacer les joueurs qui partent, ils font monter aussi des jeunes, surtout le Sporting, et Benfica de plus en plus. Et Benfica de plus en Benfica de plus en plus. plus. Mais il y a surtout ce vivier en Amérique du Sud, que tu n'as pas forcément dans le championnat français ou dans le championnat néerlandais. Et pour aller dans ton sens, du coup, moi, je trouve que si on compare effectivement le championnat français au championnat néerlandais, qui peuvent avoir les mêmes caractéristiques, c'est là que, effectivement, les performances européennes peuvent être parlantes. Maintenant, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le championnat néerlandais, tu sais que systématiquement, c'est l'Ajax et le PSV en Champions League. Et que les mecs, ils peuvent construire. Ils ont les rentrées d'argent suffisantes pour pouvoir repartir derrière. Giancarlo? ouais, en fait, là où Daniel a raison, c'est qu'il y a un effet ciseau dans le championnat de France, c'est qu'effectivement, ils forment de très bons joueurs, mais tous s'en vont très rapidement. Et puis, bah, tu as l'autre effet, c'est que bah, tu as un championnat qui n'est pas assez attractif financièrement pour attirer d'autres bons joueurs de joueurs de championnat majeur européen. Et dernier élément, Daniel, vous n'êtes pas champion d'Europe. Le champion d'Europe est de l'autre côté des Alpes, là, en ce moment. Mais moi, je suis champion d'Europe. Hein. Lui, il est champion d'Europe. Que ce soit le Portugal ou la France qui gagne, il est champion d'Europe à chaque fois, toi. Eh ouais, c'est ça que tu n'as pas compris. C'est comme Megaman, tu J'ai deux vois. passeports. J'ai deux passeports, moi. Dorian Ben Lassen, il te dit qu'il est champion d'Europe en 2016, champion du monde en 2018. Il est, comme il a une arrière-grand-mère italienne, il est champion d'Europe en 2021. Le mec gagne à tous les coups. Il va me sortir des galeux argentins là bientôt, tu vois. C'est un escroc. La famille Ben Lassen, c'est des escrocs, de toute façon. Je vous l'ai toujours dit. Donc, On le bon. savait. Est-ce qu'on en fait encore 25 minutes sur ça? Parce que moi, je pense que de toute façon, le championnat portugais, c'est pas terrible. Hein. Quand tu vas voir On a fait le Benfica, tour. Hein. quand tu vas voir Benfica, Arouca, tu t'emmerdes quand même. Bon, il y a des buts, mais tu t'emmerdes, gars. Il y a quand même pas d'opposition. Alors que effectivement, quand tu vois le match d'hier, quand tu vois Olympique de Marseille, Strasbourg, il y a quand même une opposition, même avec le 17e, quoi. Donc, mais bon, ça reste mon avis, et je suis un peu chauvin, et je sais que par exemple, il y a des cellules de recrutement qui travaillent bien, notamment sur les bords de la Garonne, et que même sans argent, on arrive à recruter des joueurs de fou, tu vois. À Bourlal, Tijdalinga. Tu vois, par exemple, on parlait du championnat néerlandais. J'ai terminé sur ça. Je me souviens très bien cet été, j'étais avec Giancarlo quand on a recruté à Bourlal, qu'on a regardé les infos néerlandaises et que les mecs étaient super contents de nous l'avoir vendu parce qu'apparemment dans le championnat néerlandais c'était une pipe et le mec il est incroyable. C'est ça. Bon, Dalinga, il arrive de D2, hein, néerlandaise. Hein. Ouais, mais c'est toujours pareil, on fait de la post-formation.
fait de la C'est ça. transformation. Mais bon, on va rester sur la scène européenne. On va parler maintenant du FC Porto. C'est l'heure de parler championnat portugais. On n'en a pas assez parlé. Je sais que ça passionne Giancarlo. Je veux pas dire trop de bêtises sur le coup sur le FC Porto pour pas se faire chasser de sa belle famille. Donc demain, le FC Porto accueille l'Inter Milan, hein, comme vous le savez. Après sa défaite 1-0 à l'aller, annoncée par votre serviteur avec un but de Lukaku de raccro, Porto essaiera de refaire son retard sur une équipe Nerazzurra à la peine en championnat, qui a encore perdu ce week-end 2-1. Et À domicile. peut-être que pour la première fois, le Portugal pourra qualifier deux clubs en quart de finale de Ligue des Champions. Donc la question elle est simple, est-ce que vous croyez à la qualification du FC Porto? Donc Giancarlo, Oui, j'ai dit l'inverse la semaine dernière, mais là, mais je peux pas soutenir que l'Inter va gagner, ce n'est pas possible. Et puis qu'ils arrivent en quart, comme le Milan, ça me ferait chier. Sauf si on les tire en quart, parce qu'en quart, on peut tirer un championnat, ouais, un, une équipe du même pays. ouais. Donc, Tu peux avoir un derby milanais en quart, comme tu peux avoir un FC Porto Benfica en quart. ouais, Ah, c'est vrai. moi, un derby milanais me plairait bien en quart de Champions, hein, évidemment. Mais ouais, non, je pense que Porto, enfin, il y a quand même de la marge. Ils jouent chez eux. Il y a un but à rattraper. Le match aller, franchement, l'Inter a pas été, je ne les ai pas trouvés impériaux. Et puis, ils sont dans le dur là, hein, en championnat. Enfin, ils font un match vraiment pas terrible là ce week-end. Donc moi, je pense que Porto a toutes ses chances de rattraper cet écart-là et de passer. Parce qu'ils sont quand même plus, ils sont plus réguliers, même si le titre s'est terminé pour eux. D'ailleurs, raison de plus, hein, c'est la compétition qui reste pour eux à jouer. Tu me diras, l'Inter, c'est pareil, hein, parce que tu rattraperas jamais 15 points à Naples, hein, mais euh, moi, je penche plutôt pour une victoire de Porto. Faut faire un prono ou pas? Ah, fais ton prono. 2-1, 2-3-1 pour Porto. 3-1 pour Porto. Ouais. Dani. Écoute, moi je pense que ça va être un match très tactique, match fermé. Moi je pense que ça va être un match très fermé. L'Inter, je suis d'accord avec Giancarlo, c'est pas terrible cette année, donc du coup je pense qu'ils vont se fermer et ils vont défendre le 1-0 de l'aller. Euh, c'est une tactique qu'ils savent faire, donc Hmm. je vois plutôt le match comme ça. C'est le seul moyen qu'ils aient en fait, je pense, de s'en sortir. Euh, euh, et Porto, Euh, comme tu le disais, Giancarlo, ils ont que ça à jouer et ils vont pas vouloir justement prendre de risques parce que s'ils prennent un but, ils disent au revoir à la qualification. Ça va être très très dur derrière de revenir. Donc, moi, je vois un match très fermé et je pense que le match va se jouer dans les 15-20 dernières minutes où Porto, je pense, poussé par son public, va accélérer le jeu et marquera deux buts. Donc moi, je parie sur un 2-0 de Porto qui va se décider dans les 20 dernières minutes. Alors, moi, je suis assez partagé parce que Porto m'avait impressionné au match aller, mais ils n'ont pas maîtrisé la fin de match. Ils avaient quand même fait une belle première mi-temps. Ils avaient eu les meilleures occasions. Ils ratent le gardien milanais, Onana, fait des parades extraordinaires pour maintenir l'Inter en vie, là. Je crois que Taremi rate une ou deux occasions assez incroyables au match aller. Et Otavio, c'est quand même une pièce maîtresse au milieu de terrain. Il va être suspendu parce qu'il a fait n'importe quoi à l'aller. Il a complètement craqué. Et ça va leur manquer. Après, l'Inter, contrairement à ce que tu disais, ils sont pas si solides que ça. Ils ont quand même pas une super défense. Pour regarder, là, en 26 matchs de championnat, ils ont pris 32 buts. Donc ça veut dire qu'en moyenne, en gros, ils prennent un but par match. Donc si Porto arrive à ne serait-ce qu'à marquer un but et à pas en prendre, bah, il les pousse en prolongation. Donc effectivement, quelque part, effectivement, là où tu as raison, c'est que ça va être un match tactique assez serré, mais je sens pas l'Inter hyper solide. Et je pense que ça va se jouer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a vu que le match a changé la dernière fois quand ils ont fait rentrer, j'ai oublié le nom, là, leur meneur de jeu reculé croate, là, qui joue en équipe de Croatie.
et que Kalyanoglu est monté d'un cran quand ils étaient, c'est à ce moment-là, avec cette entrée-là et l'entrée de Lukaku, ils ont pris le dessus sur le match. S'il démarre dans cette configuration dès le début du match avec Otavio en moins à Porto au milieu de terrain, j'ai peur que l'Inter confisque le ballon à Porto. Et pour eux, finalement, c'est peut-être pour l'Inter, c'est la meilleure assurance c'est la meilleure défense. C'est-à-dire garder le ballon pour Ah, ça y est, quoi. s'exposer le moins possible, pour Ça y est, La s'exposer le moins possession. possible. on La y est, quoi. possession. La La possession possession. défensive, pour s'exposer le moins possible aux attaques du FC Porto. Après, Guardiola sort de ce corps. non, Vicente Del Bosque, c'est Del Bosque qui faisait de la possession défensive. Guardiola, il a toujours fait de la possession plus ou moins offensive quand même, mais bon. Donc voilà, moi je les sens pas. Moi je pense que ça va surtout être un match de gardien. Dans ce genre de match à élimination directe, milieu de terrain et celui qui a le meilleur gardien, voilà, c'est celui qui passe. Sur le match aller, Onana, il m'a assez impressionné, donc je dirais que l'Inter va gagner encore une fois 1-0 sur un contre sur la fin, parce que comme tu dis, si ça va se jouer sur les 15 dernières minutes, Porto va être obligé de pousser et il risque d'y avoir un contre assassin avec cette fois un but de Martinez. Voilà. Ah, toi, tu Ok. vois la victoire de l'Inter, toi. Ouais, 1-0, un but en contre, mais un but en contre. Même Quelle si, minute? 78e. Donc pas Lukaku cette fois-là. Ah, il dit Martinez. Non, mais ça serait quand même une petite surprise si l'Inter passait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, sur les premiers huitièmes qu'on a vus, à 90%, les premiers de poule se sont qualifiés, à part le Milan AC qui était deuxième et qui est passé. Donc il y a peut-être une espèce de microclimat pour les deuxièmes de poule à Milan. Donc on verra ça, mais moi je D'ailleurs, pense. au passage, Mehdi, j'avais prédit que Bayern passerait et le Chelsea aussi, hein, j'étais le seul. On n'a pas encore les moyens pour faire des animations, pour incruster un tableau là, tu vois, avec les Hein. classements, mais il me semble que tu es devant, mais pas de beaucoup, hein. D'un point, je crois, mais devant Giancarlo et moi. Mais bon, voilà, donc ben, on est sur les pronos. Donc je vous propose de rester sur les pronos. On va rester sur la Ligue des Champions, puisque mercredi, il y a un match retour entre Manchester City et Leipzig. Donc pour parler de possession guardiolesque, qui est assez ouvert, puisqu'il y a eu un partout au match aller, surtout avec un Manchester City qui avait pas fait grosse impression. Voilà, pour le dire assez vulgairement, c'est un peu emmerdé dans ce match-là. Ou pour le coup, Ouais, bon, on va vraiment de la s'emmerder aussi. Ouais, possession stérile. ouais. Donc finalement, le match retour semble assez ouvert. Dany, tu as la parole pour ce premier prono. Ouais, moi je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises sur ce match-là, à mon avis. Je pense que City va dérouler son match et je pense que Leipzig va pas faire le poids mercredi. City va dérouler son jeu et Guardiola, il sait faire ça. Donc ça va être un match facile pour Guardiola. Et moi, je parie sur un Forcément, 3-0 il pour court City. pas. Il n'a jamais trop couru, hein. Je te rappelle que quand même, quand il était joueur au Barça, il courait Ouais, pas c'est de folie clair. quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, je parie sur un match facile, moi, de City. Ça va être 3-0, tranquille, à la maison. Ok. Ouais. Giancarlo, Qui choisit les matchs là? et moi. Et n'oublie C'est pas que aléatoire. j'ai choisi un troisième match extraordinaire quand même. N'oublie pas. Ouais, euh, on s'est fait chier au match aller. J'ai peur qu'on se fasse chier au match retour aussi. City, pareil, ils sont un peu dans le dur. Haaland, il marque plus, à part sur penalty. Euh, Moi, en fait, moi, j'ai envie de voir Leipzig gagner. Bon, alors après, c'est mon ado qui va pas être content. Là, mon fils, il est supporter de City. Il va encore faire une gueule de 100 pieds de long si jamais il passe pas. Mais moi, je verrais bien une victoire très courte de Leipzig, 1-0. 1-0 là-bas, compte tenu des difficultés que City a enchaîné, à marquer, à être efficace d'un point de vue offensif. Donc 1-0 Leipzig. Alors moi, je pense que Guardiola va nous réserver une surprise parce qu'il aime bien faire des surprises dans ce genre de match. Je pense qu'Haaland ne va pas débuter. Il va revenir à un système avec De Bruyne en faux neuf parce que Allez, les Avec justement Sterling.
parce que justement, offensivement, il marque le pas en ce moment. Et puis surtout, il y avait ce côté à City où justement le faux neuf permettait au milieu de dézonner et de plonger dans le dos justement du faux neuf qui a plus avec Haaland, puis qui sert de point de fixation. Et on voit qu'il y a moins de mouvement en fait dans l'équipe de City et justement ça tourne en rond et il y a plus Ouais, de profondeur. ouais, Guardiola, quoi. Ça tourne en rond. Tu tournes autour de la surface pendant trois plombes. Bah, pas tout. Euh, C'est pas le cas avec toutes ces équipes, hein, mais c'était moins le cas avec le Bayern où il avait plus de joueurs de profondeur. Avec le Barça, quand il y avait Pedro, il y avait plus de joueurs de profondeur. Ou même quand il était joueur, il y avait ce côté, je sais pas si vous vous souvenez, quand il jouait avec un milieu de terrain qui s'appelait Baquero. ouais. Baquero, à l'époque, il José avait Maria. José María Baquero, il avait ordre de Cruyff de jouer comme un pivot de hand et il ne faisait que des passes vers l'arrière. Il jouait en pivot. Systématiquement, il remettait vers l'arrière pour les milieux qui arrivaient lancés. Donc, il jouait un peu en faux neuf, en fait, avant le faux neuf. Et du coup, il y a plus ça à City. Donc, moi, je pense qu'il va sortir à l'Inde et qu'ils vont gagner 3-1. Voilà. Et qu'ils vont se qualifier parce que je pense que pour eux, c'est l'année ou jamais. Le tableau, il est ouvert, en fait. Pour moi, on en parlera la semaine prochaine. On dira quels sont nos favoris pour la Ligue des Champions, mais il y a trois gros clubs et après que des outsiders, quoi. C'est jeudi le tirage? C'est dans la foulée, ça doit Vendredi? être vendredi, après la Ligue Vendredi. Europa, parce qu'ils font les Ça doit tirages. être après la Ligue Europa, ouais, Ouais. vendredi. Ouais, ouais. Alors, on va Ok. parler calcio pour notre deuxième prono, puisqu'il y a un magnifique derby romain qui s'annonce ce week-end, un match entre la Lazio de Rome et l'AS Roma. La Lazio Rome, troisième du championnat, et l'AS Rome, cinquième. Donc, un derby qui va valoir cher. Ça vaut la Ligue des Champions. Si tant est que la Juve ne récupère pas ses 15 points de retard en appel et donc ne passe pas deuxième du championnat par miracle, c'est un match qui vaut cher dans le sprint final. Donc c'est moi qui démarre cette fois-ci parce que ça fait deux fois que je passe en dernier là et que j'ai plus le choix des pronos. Je vois la Lazio l'emporter parce qu'ils ont la deuxième défense du championnat. Figurez-vous, la Lazio, ils ont encaissé que 19 buts cette année. Bon, la meilleure défense, c'est Naples, hein, qui marche sur l'eau. Naples, ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense. Et derrière, donc, il y a juste la Lazio qui n'a encaissé que 19 buts. Donc, c'est difficile de faire sauter le verrou la Diale. Avec notamment, je crois qu'ils ont recruté cette année Romagnoli, là, qui était au Milan avant. Donc, ils ont un beau socle défensif. Donc, puis les attaquants de la Roma, c'est pas trop ça. Donc, je pense que ils vont être solides derrière et qu'ils ont mis Milinko Savic qui est meilleur passeur de Serie A. Donc, je pense qu'il devrait l'emporter 2-0. Dani, on laisse le plus italien d'entre nous finir. Euh, Allez, ok. Non, bah écoute, moi je pense que ça va être un match. Bon, déjà, José Mourinho va pas être sur le banc puisqu'il est suspendu. Euh, à l'aller, Il sera dans je la crois que c'est machine à la laver, Lazio comme à qui a gagné l'époque. À l'aller, c'est la Lazio qui gagne à 0, je crois, hein. Jean-Carlo, tu me confirmes, mais je crois qu'à l'aller, c'est la Roma perd à la maison, hein. Alors là, bah, pour être honnête avec toi, tu me colles. Ok. Je suis pas sûr. Moi, j'en sais rien parce qu'on faisait pas Euh, l'émission à l'époque. Donc, j'ai pas Bah, révisé. en tout cas, et puis on s'en fout du championnat italien en plus. On s'en fout, comme d'habitude. Au foot. On s'en fout. Non, moi j'ai juste regardé que l'AS Roma a 47 points et la Lazio a 49 points. Donc du coup, c'est un match quand même assez important parce que Oui. soit la Lazio distance la Roma ou soit la Roma revient sur la Lazio. Moi, je parierais sur une surprise et je pense que Mourinho, même s'il n'est pas sur le banc, va créer la surprise ce week-end. Ils vont gagner 1-0 à l'extérieur. C'est ta fibre portugaise. Moi, je pense que Mourinho, il est fini, ça y est. Il est passé de mode. Mais ça fait 10 ans que tu dis ça, toi. Il est has-been. Bah, c'est quoi Il ces est encore là, résultats? hein. C'est quoi ces résultats depuis Bah, 8 ans à Mourinho? bah, Ah, il a gagné dans tous les clubs où il est passé. Il a Arrête. gagné à la l'AS Roma. Ah oui, Roma en super. Ligue Il des a gagné la Liga la- Conférence à la Roma. Excusez-moi. Ouais, bah, en tout cas, il a gagné. Il a gagné quelque chose. bah, s'il qualifie l'AS Roma en Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Ah, mais alors à ce moment-là, Jean Fernandez, c'est un grand entraîneur parce qu'il a gagné l'Intertoto avec l'OM. Excuse-moi. Ah, bah, tu vas pas comparer la Ligue Ouais, Europa et Oh, l'Intertoto. tu Tu compares fais des pas. blagues. Non, attends. Non, Tu compares, tu non, mais compares ce là, qui est là, il est incomparable. dans sa phase mauvaise Non, foi non, parce qu'il n'aime pas Mourinho. non. Ah, mais c'est bon. J'aime bien Mourinho, mais pas au point, pas à ton point, là. Mais toi, de toute façon, depuis que tu as refusé la nationalité portugaise cet été, tu vas dire du bien de tout ce qui vient du nord du Mais, Portugal. Pour pas te faire chasser de ton salon, là. mais non, Mais moi, Mourinho, Et il n'est après, pas, c'est toi qui serais Mourinho, dans il la est pas du mauvaise foi. Nord.
Depuis qu'il est allé gagner à Barcelone, avec, tu vois, pourtant avec l'Inter, hein, mais j'ai été assez admiratif de ce qu'il avait fait à cette époque-là. Bon, voilà. Mais moi, je pense que la Lazio va gagner parce qu'ils ont une colonne vertébrale que je trouve plus solide que celle de la Roma. Et moi, je suis impressionné par Milinkovic-Savic. À chaque fois que je regarde la Lazio jouer, enfin, d'ailleurs, je les ai vus écraser le Milan AC il y a un mois et demi, là, ils en ont mis quatre. Puis alors, bon, le Milan était dans une mauvaise passe, mais il n'y avait pas photo au milieu du terrain. Ils se sont fait marcher dessus. Et ce mec-là a quand même un nombre de qualités pour un joueur de milieu de terrain qui est assez impressionnant. Il ratisse, il oriente. Il a du volume physique, il est adroit des deux pieds, il marque des buts, il est bon de la tête. Enfin, et je suis étonné que ce joueur soit resté aussi longtemps à la Lazio. Bah, Alors, je sais que des tous les clubs ont ans, on essayé de le l'annonce recruter. partant et il part Ouais, jamais. Il a été annoncé mais, longtemps à Paris quand il y avait Leonardo et ça s'est mais jamais fait. moi, c'est un joueur à qui j'offrirais un pont d'or. Tu vois, là, les recrutements que Paris a fait, par exemple, l'année dernière, moi, j'aurais sauté sur un joueur comme ça et j'aurais évité deux recrutements parisiens pour pouvoir faire celui-là. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ce que je le dis, mais moi, je pense que c'est vraiment leur mettre à jouer et je pense ils vont gagner grâce à ça. Moi, je mise sur un 2-1 parce que c'est quand même un derby. Donc, il va y avoir des buts. Moi, je mise sur un 2-1 pour la Lazio. Et alors, enfin, l'affiche du week-end, le dernier match, la Ligue 1 Uber Eats des talents, le match de la peur pour pas descendre entre, entre le Racing Club de Strasbourg et la J Auxerre. Non, Non, mais t'es sérieux? Ça, Ah, c'est c'était sérieux, pas oui. une blague. Non, C'était c'est pas pas une une blague. blague. C'est pas une blague. Vas-y, Ouais, d'accord. Giancarlo. Ouais, 4-1 pour Strasbourg avec un triplé de Gamero, quoi. Voilà. Tout ça pour faire portugais. Ah, On parlait du. on sent une grande analyse sur ce match. Ouais, c'est vrai. Ouais, vous faites. Non, bah alors, je vais te la faire, l'analyse. Bon, Auxerre, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu avec leur nouvel entraîneur. Ils ont enchaîné des bons résultats depuis qu'il est arrivé. Gna, 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 gna. Mais, en fait, on s'en fout. Tu vois, ils vont descendre quand même. Je vois qu'ils vont descendre, ils tiendront pas. Et ça commence à Strasbourg, ils vont prendre 4 pions. Triplé de Gamero. Voilà mon analyse. Il joue toujours Gamero? Bah, je crois, non? Ouais, ouais. Bah, il jouait l'an dernier, mais cette année, je ne l'ai pas beaucoup vu. Dani. Je sais pas. Regarde, Dani, dis-nous si Gamero il joue à Strasbourg, sinon je passe pour un con. Ah non, c'est triplé de Gamero. Voilà, c'est enregistré, je coupe pas ça au J'ai- montage. Alors là, Il est passé entraîneur, en fait. Bon, vas-y, mais entraîneur-joueur. vas-y, faites-moi rêver, faites vos pronostics sur ce match-là. Non, mais tout à l'heure, on parlait justement de la qualité du championnat français. Voilà une belle affiche, hein. Putain, quel enfoiré. Vas-y, Mehdi, on t'écoute, hein. À savoir. Ok. Bah écoute, entre les deux, mon cœur balance, hein, vraiment, parce que entre Frédéric Antonetti, qui est sans doute un des entraîneurs les plus sympas du championnat, et Christophe Pellissier, qui, comme Giancarlo le sait, est toulousain. Voilà, entre les deux, mon cœur balance, mais je pense que Strasbourg, ils sont sur une dynamique plus positive. Ils viennent de faire un exploit à Marseille, ils reviennent du diable Vauvert dans la dernière ligne droite. Et donc je pense qu'effectivement, là, je pense que poussés par leur public, ils vont l'emporter. Je suis pas sûr qu'ils leur mettent la branlée que tu annonces là, le 4-1. Bon, je pense qu'ils vont gagner 2-0 parce que devant, il n'y a pas grand-chose à la GIA. Tu Euh, veux tu veux les minutes? Je te donne les minutes si tu veux. vas-y, donne-moi une minute. Putain, vous êtes forts, les mecs, hein. Fais-moi plaisir. Vous êtes forts, hein. 16, 23, 64 et 79. C'est bon, c'est enregistré, c'est dans la boîte? Dans la boîte. Vas-y, Dani. Non, bah écoute, moi j'ai vu que Auxerre avait gagné au match aller 1-0 contre Strasbourg. Putain, Dani, il a travaillé de ouf, Et les gars. Il est ouais, j'ai bossé, allé. tu vois, j'ai fait mon petit boulot. Et effectivement, sur les séries là, de matchs, Auxerre est quand même mieux que Strasbourg, hein. Strasbourg a 2 défaites sur les 5 derniers matchs.
Auxerre, que des nuls et des victoires. Ouais, mais il faut qu'ils viennent de changer de coach, Strasbourg. Donc, Ouais, ben, moi, je parie sur un match nul, les gars. Moi, je parie sur un match nul. Je pense que personne ne va prendre de risques. Les points sont chers en fin de saison. Euh, Ouais, personne tu, prends- va vouloir prendre de risques. Et tu joues la les matchs, 18e place. ouais, mais les matchs ah comme non, ça, non, c'est des non. matchs Vous où, la 17e place. Ouais, la 17e, ouais, ben, la 17e, 18e. Donc, si Parce tu que prends pas. le 17e, le 18e et le 16e, Brest qui est 16e, et l'égalité avec Strasbourg et Auxerre. Donc ça vaut cher quand même le match. ah non, Très très Et cher. tu prends pas Auxerre, de risque là. Et là, tu prends pas de risque. C'est un truc de fou. Ça joue la non, défense là, quand même. moi, je pense que ça va faire match nul. C'est un match qui va être passionnant. Euh, et ça va donner un match nul. Et j'attends avec impatience le Ajaccio contre Angers. On pariera pas sur celui-là parce qu'Angers est déjà en Ligue 2. En tout cas, Ouais, vous mais après, cherchez non, pas, mais vous le mec qui cherchez se pas parce que bidonne. je viens d'apprendre ce soir que faire les devoirs chez les Monteiro, c'est pas héréditaire parce que j'ai pas souvent vu tes fils faire autant les devoirs que tu les as fait pour cette semaine. Non, mais Je ne répéterai pas ça, mon fils. le mec se bidonne. Mais moi, je veux qu'on compare un jour, qu'on fasse les deux matchs, Strasbourg-Auxerre et Rio Ave, Famalicão ou je sais pas qui Allez, là. ça marche, Allez, on Et fait ça là, ça. marche, On fait ça. ça marche. Ah, celui qui trouve, non mais Rio Ave, ils sont pas en première division, mais on fait un Casapia à Famalicão. Celui qui trouve le résultat, Ah, il est fort. on lui offre un resto. écoute, je pense qu'à chaque émission, il faut sélectionner un match comme ça, de ce type, pour les pronostics. Donc il y aura C'est une belle l'Aspada affiche. contre l'Aspedia, enfin des trucs de fou. Ouais. Pour nos mousses Fulham, on va se mettre le feu, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, pour cette émission et cette bonne humeur. Il va falloir que je coupe beaucoup de choses au montage parce qu'on a été très long. Mais en tout cas, c'était passionnant et on vous dit à mardi prochain pour de nouvelles aventures sur les antennes de la French Radio. À bientôt. Salut les À bien- gars, à bientôt, Salut les ciao. amis. Ciao. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. La French Radio. Portugal.